Cet état d'âme, nous le retrouvons dans nos rêveries. Il vient nous aider à mettre notre être au repos. C'est vraiment l'enfance dans ses turbulences. On peut sans doute avoir le souvenir d'avoir été un enfant difficile, mais les actes de la colère de ce lointain passé ne revivifient pas la colère d'aujourd'hui. Psychologiquement, les événements hostiles sont maintenant désarmés. La rêverie véritable ne saurait être hargneuse. La rêverie vers l'enfance, la plus adoucie de nos rêveries, doit nous donner la paix. Dans une thèse récente, André Saulnier a étudié l'esprit d'enfance dans l'œuvre de Madame Guyon. Il va de soi que pour une âme religieuse, l'enfance peut apparaître comme l'innocence incarnée. L'adoration de l'enfant divin fait vivre l'âme qui prie dans une atmosphère d'innocence première. Mais le mot innocence première conquiert trop facilement ses valeurs. Il faut de plus fines recherches morales pour stabiliser les valeurs psychologiques. Ce sont ces recherches morales qui doivent nous aider à reconstituer en nous l'esprit d'enfance et surtout à appliquer dans notre vie complexe l'esprit d'enfance. Dans cette application, il faut que l'enfant qui subsiste en nous devienne vraiment le sujet de notre vie d'amour, le sujet de nos actes d'oblation, de nos actes bons. Par l'esprit d'enfance, Madame Guyon retrouve la bonté naturelle, simple, sans débat. Le bienfait est si grand que pour Madame Guyon, il faut que la grâce intervienne, une grâce qui vient de l'enfant Jésus. Madame Guyon écrit « J'étais, comme j'ai dit, dans un état d'enfance lorsqu'il me fallait parler ou écrire. Il n'y avait rien de plus grand que moi. Il me semblait que j'étais toute pleine de Dieu, et cependant rien de plus petit et de plus faible que moi. Car j'étais comme un petit enfant, notre Seigneur voulut que non seulement je portasse son état d'enfance d'une manière qui charmait ceux qui en étaient capables, mais il voulait de plus que je commençasse d'honorer d'un culte extérieur sa divine enfance. Il inspira ce bon frère questeur dont j'ai parlé de m'envoyer un enfant Jésus en cire et d'une beauté ravissante, et je m'apercevais que plus je le regardais, plus les dispositions d'enfance m'étaient imprimées. On ne saurait croire la peine que j'ai eue à me laisser aller à cet état d'enfance, car ma raison s'y perdait et il me semblait que c'était moi qui me donnais cet état. Lorsque j'avais réfléchi, il m'était ôté et j'entrais dans une peine intolérable, mais sitôt que je m'y laissais aller, je me trouvais au-dedans d'une candeur, une innocence, une simplicité d'enfant et quelque chose de divin. Kierkegaard a compris combien l'homme serait métaphysiquement grand si l'enfant était son maître. Dans la méditation qui a pour titre « Les lys des champs et des oiseaux du ciel », il écrit « Et qui m'apprendrait le bon cœur d'un enfant quand le besoin imaginaire ou réel plonge dans le souci et le découragement, rend maussade ou abat, on aime ressentir l'influence bienfaisante d'un enfant, se mettre à son école et l'âme apaisée, l'appeler son maître avec reconnaissance. » Les lys des champs et les oiseaux du ciel de Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Nous avons tant besoin des leçons d'une vie qui commence, d'une âme qui s'épanouit, d'un esprit qui s'ouvre. Dans les grands malheurs de la vie, on prend courage quand on est le soutien d'un enfant. Kierkegaard, dans sa méditation, vise le destin d'éternité, mais dans une humble vie qui n'a pas les certitudes de la foi, les images de son beau livre agissent. Et pour entrer dans l'esprit même de la méditation kierkegaardienne, il faudrait dire que c'est le souci qui soutient. Le souci qu'on a pour l'enfant soutient un courage invincible. L'esprit d'enfance de Madame Guyon reçoit chez Kierkegaard un afflux de volonté. Le plan du présent essai ne nous permet pas de suivre les recherches des mythologues qui ont montré l'importance des mythes de l'enfance dans l'histoire des religions. En étudiant entre autres l'œuvre de Karl Kerenei, on verra quelle perspective d'approfondissement de l'être peut se dessiner dans une enfance divinisée. En particulier le livre de Kerenei, écrit en collaboration avec Carl Gustav Jung, Introduction à l'essence de la mythologie. Pour Kerenei, l'enfant en mythologie est un net exemple de mythologème. Pour bien saisir la valeur et l'action de ce mythologème, de cette obsession d'un être dans la mythologie, il faut arrêter le cours d'une biographie, donner à l'enfant un tel relief que son état d'enfance puisse régner en permanence sur la vie, être un dieu immortel de la vie. Dans un bel article de critique, mai 1959, Hervé Rousseau, étudiant l'œuvre de Kerenei, marque en très net l'isolement de l'enfant divin.
Cet isolement peut être dû à un crime humain. L'enfant est abandonné, son berceau est livré au flot, emporté loin des hommes. Mais ce drame préalable est à peine vécu dans les légendes. Il n'est indiqué que pour souligner le détachement de l'enfant prestigieux qui ne doit pas suivre une destinée humaine. Le mythologème de l'enfant exprime, selon Kérémilly, dit Hervé Rousseau, l'état solitaire de l'enfant essentiellement orphelin, mais malgré tout chez lui dans le monde originel et aimé des dieux. Orphelin dans la famille des hommes et aimé dans la famille des dieux, voilà les deux pôles du mythologème. Il nous faut une grande tension de rêverie pour en revivre sur le plan humain tout l'honorisme. N'y a-t-il pas des rêveries où nous fûmes un peu orphelins et où nous tendions nos espoirs vers des êtres idéalisés, les dieux mêmes de nos espérances? Mais en rêvant à la famille des dieux, nous glisserions à des biographies. Le mythologème de l'enfance nous invite à de plus grands songes. Pour notre propre rêverie, c'est dans notre adhésion au cosmos originel que nous devenons sensibles au mythologème des enfances divinisées. Dans tous les mythes des enfances divinisées, le monde prend soin de l'enfant. L'enfant Dieu est le fils du monde, et le monde est jeune devant cet enfant qui représente une naissance continuée. En d'autres termes, le cosmos jeune est une enfance exaltée. De notre simple point de vue de rêveur, toutes ces enfances divinisées sont la preuve de l'activité d'un archétype qui vit au fond de l'âme humaine. Archétype de l'enfant, mythologème de l'enfant divinisé sont corrélatifs. Sans archétype de l'enfant, nous recevrions les nombreux exemples livrés par la mythologie comme de simples faits historiques. Comme nous l'indiquions précédemment, en dépit de nos lectures des œuvres de mythologues, il ne saurait être question pour nous de classer les documents qu'ils nous offrent. Le seul fait que ces documents soient nombreux prouve que le problème s'est posé d'une enfance de la divinité. C'est le signe d'une permanence de l'enfance, d'une permanence qui est vivante dans les rêveries. En tout rêveur vit un enfant que la rêverie magnifie, stabilise. Elle l'arrache à l'histoire, elle le met hors du temps, étranger au temps. Une rêverie de plus, cet enfant permanent magnifié, le voilà Dieu. De toute façon, quand on maintient en soi un fond d'enfance, on lit avec d'autant plus d'adhésion tout ce qui touche à l'archétype de l'enfance et au mythologème de l'enfance. Il semble qu'on prenne part à cette restitution de puissance des rêves abolis. On doit sans doute conquérir l'objectivité qui est la gloire de l'archéologue, mais cette objectivité conquise ne supprime pas des intérêts complexes. Comment ne pas admirer ce qu'on étudie quand on voit surgir du fond du passé les légendes des âges de la vie? Mais nous ne notons ces grands états d'âme de l'esprit religieux que pour indiquer une perspective de recherche où l'enfant apparaîtrait comme un idéal de vie. Nous n'explorons pas l'horizon religieux, nous voulons rester au contact des documents psychologiques que nous pouvons revivre personnellement dans la modestie de nos rêveries familières. Mais ces rêveries familières que nous avons placées sous la tonalité dominante de la mélancolie connaissent des variations qui en modifient le caractère. Il semble que la rêverie mélancolique ne soit qu'une ouverture de rêverie, mais c'est une rêverie si consolante qu'un bonheur de rêver nous anime. Voici une nuance nouvelle que nous trouvons dans le grand livre de Franz Hellens, Documents secrets. Écrivant des souvenirs d'enfance, le poète nous dit l'importance vitale de l'obligation d'écrire. À Paris, en exil, Adam Mickiewicz dit « Quand j'écris, il me semble être en Lituanie. Écrire sincèrement, c'est retrouver sa jeunesse, son pays. » Dans la lente écriture, les souvenirs d'enfance se détendent, respirent. La paix de la vie d'enfance récompense l'écrivain. Franz Hellens sait que les souvenirs d'enfance ne sont pas des anecdotes. Franz Hellens écrit « L'histoire humaine, comme celle des peuples, est faite autant de légendes que de réalités, et l'on n'exagérerait point en affirmant que la légende est une réalité supérieure. Je dis que la légende et non l'anecdote. L'anecdote décompose, la légende construit, et tout être humain porte témoignage quand il se souvient de son enfance, d'une enfance légendaire. Toute enfance est au fond de mémoire légendaire. Les anecdotes sont souvent des accidents qui cachent la substance, ce sont des fleurs fanées, mais nourries par la légende, la force végétale de l'enfance subsiste en nous toute la vie. Le secret de notre végétalisme profond est là. Franz Hellens écrit « L'enfance n'est pas une chose qui meurt en nous et se dessèche dès qu'elle a accompli son cycle. Ce n'est pas un souvenir, c'est le plus vivant des trésors et il continue de nous enrichir à notre insu.
Malheur à qui ne peut se souvenir de son enfance, la ressaisir en soi-même, comme un corps dans son propre corps, un sang neuf dans le vieux sang, il est mort dès qu'elle a quitté. Et Hélène cite Hölderlin, ne chassez pas l'homme trop tôt de la cabane où s'est écoulée son enfance. Cette prière de Hölderlin n'était pas adressée au psychanalyste, cet huissier qui croit devoir chasser l'homme de ce grenier des souvenirs où il allait pleurer quand il était enfant. La maison natale, perdue, détruite, rasée, reste le corps de logis pour nos rêveries vers l'enfance. Les refuges du passé accueillent et protègent nos rêveries. Bien abrités, les souvenirs renaissent comme des rayonnements d'êtres plus tôt que comme des dessins figés. Franz Lenz nous confie « Ma mémoire est fragile, j'oublie vite le contour, le trait, seule la mélodie demeure en moi. Je retiens mal l'objet, mais je ne peux oublier l'atmosphère qui est la sonorité des choses et des êtres. » Franz Lenz se souvient en poète, et quel sens aussi du solide végétalisme de l'enfance à travers tous les âges d'une vie. Rencontrant Gorky en Italie, Franz Lenz traduit ainsi son impression « Je me trouvais devant un homme qui résumait et éclairait singulièrement, par un seul regard de ses yeux bleus, cette conception que je m'étais faite de l'âge mûr, envahie et comme renouvelée par la fraîcheur d'une enfance qui n'a cessé de croître en lui à son insu. Une enfance qui ne cesse de croître, tel est bien le dynamisme qui anime les rêveries d'un poète, quand il nous fait vivre une enfance, quand il nous suggère de revivre notre enfance. En suivant le poète, il semble que si nous approfondissons nos rêveries vers l'enfance, nous enracinons plus profondément l'arbre de notre destin. Le problème reste ouvert de savoir où le destin de l'homme a ses véritables racines. Mais à côté de l'homme réel, plus ou moins fort pour redresser la ligne de son destin, malgré le heurt des conflits, malgré tous les troubles des complexes, il y a en chaque homme un destin de la rêverie, un destin qui court devant nous par nos songes et qui prend corps dans nos rêveries. N'est-ce pas aussi dans la rêverie que l'homme est le plus fidèle à soi-même? Et si nos songes nourrissent un peu nos actes, il y aura toujours un bénéfice à méditer sur nos plus anciens songes dans l'atmosphère de l'enfance. Franz Lenz a cette révélation. J'éprouve un grand soulagement. Je rentre d'un long voyage et j'ai acquis une certitude. L'enfance de l'homme pose le problème de sa vie entière. Il appartient à l'âge mûr d'en trouver la solution. J'ai marché 30 ans avec cette énigme sans lui accorder une pensée, et je sais aujourd'hui que tout était déjà dit en me mettant en route. Les revers, les chagrins, les déceptions ont passé sur moi, en tout cas sans m'atteindre ou me lasser. Les images visuelles sont si nettes, elles forment si naturellement des tableaux qui résument la vie, qu'elles ont un privilège de facile évocation dans nos souvenirs d'enfance. Mais qui voudrait pénétrer dans la zone de l'enfance indéterminée, dans l'enfance à la fois sans nom propre et sans histoire, serait sans doute aidé par le retour des grands souvenirs vagues, tels que sont les souvenirs des odeurs d'autrefois. Les odeurs, premier témoignage de notre fusion au monde. Ces souvenirs, les odeurs d'autrefois, on les retrouve en fermant les yeux. On a fermé les yeux jadis pour en savourer la profondeur. On a fermé les yeux donc tout de suite. On a rêvé un peu. En rêvant bien, en rêvant simplement dans une rêverie tranquille, on va les retrouver. Dans le passé comme dans le présent, une odeur aimée est le centre d'une intimité. Il est des mémoires fidèles à cette intimité. Les poètes vont nous donner des témoignages sur ces odeurs d'enfance, sur ces odeurs qui imprègnent les saisons de l'enfance. Un grand écrivain trop tôt enlevé à la poésie française écrivait « Mon enfance est une gerbe d'odeurs dans l'inquiète adolescence de Louis Chadourne. » Et dans un autre ouvrage qui raconte une aventure loin de la terre natale, Chadourne met toute la mémoire des jours anciens sous le signe des odeurs, jours de notre enfance dont les tourments eux-mêmes nous paraissent félicités et dont le tenace parfum embaume notre tardive saison. Louis Chadourne dans le livre de Shanahan. Quand c'est la mémoire qui respire, toutes les odeurs sont bonnes. Les grands rêveurs savent ainsi respirer le passé, tel Milos qui évoque le charme obscur des jours enfouis. L'odeur moussue et somnolente des vieilles demeures est la même en tout pays, et fort souvent dans les cours de mes solitaires pèlerinages, au lieu saint du souvenir et de la nostalgie, m'avait-il suffi de fermer les yeux dans quelques logis anciens pour me reporter aussitôt à la sombre maison de mes ancêtres danois, et pour revivre de la sorte en l'espace d'un instant toutes les joies et toutes les tristesses d'une enfance accoutumée à l'odeur tendre si pleine de pluie et de crépuscule des antiques demeures.
Milos, l'amoureuse initiation. Les chambres de la maison perdue, les couloirs, la cave et le grenier sont des gîtes pour des odeurs fidèles, des odeurs que le rêveur sait n'appartenir qu'à lui. Notre enfance éternise un parfum de velours. Yves Cosson dans Une croix de Pardieu. Quel étonnement alors quand dans une lecture une odeur singulière nous est communiquée, restituée dans la mémoire des temps perdus. Une saison personnelle tient dans cette odeur singulière, telle l'odeur d'un pauvre capuchon mouillé par toi, automne. Et Louis Chadourne ajoute « Quoi donc ne se souvient, ô fraternité, d'un arbre, d'une maison ou d'une enfance ?» dans les accords de Louis Chadourne. Car le capuchon mouillé par l'automne donne tout cela, donne un monde. Un capuchon mouillé de toutes nos enfances d'octobre, tous nos courages d'écoliers renaissent en notre mémoire. L'odeur était restée dans le mot. Proust avait raison de la pâte de la Madeleine pour se souvenir, mais déjà un mot inattendu trouve à lui seul la même puissance. Que de souvenirs nous reviennent quand des poètes nous disent leur enfance. Voici le printemps de Chadourne qui tient dans l'arôme d'un bourgeon, dans l'arôme amer et poisseux des bourgeons. Toujours dans l'accord. Qu'on cherche un peu, chacun trouvera dans sa mémoire l'odeur d'un bourgeon du printemps. Pour moi, l'arôme du printemps était dans le bourgeon du peuplier. Ah, jeune rêveur, écrasez entre vos doigts le bourgeon poisseux du peuplier. Goûtez à cette pâte onctueuse et amère et vous aurez des souvenirs pour toute la vie. Alain Bosquet, dans le Premier Testament, écrit « Combien de souvenirs, puis un parfum très seul, il m'a tout expliqué. » L'odeur, dans sa première expansion, est ainsi une racine du monde, une vérité d'enfance. L'odeur nous donne les univers d'enfance en expansion. Quand les poètes nous font entrer dans ce domaine des odeurs évanouies, ils nous donnent des poèmes d'une grande simplicité. Émiliane Kerroas, dans 5 cadeaux, dit ainsi « Gomme odorante des jours anciens, ô paradis d'enfance. La gomme qui coule de l'arbre tient l'odeur de tout le verger du paradis de nos étés. » Dans un poème qui a pour titre « Enfance », Claude-Anne Beausombre dit avec la même simplicité « L'arôme des sentiers ourlés de menthe danse dans mon enfance. » Dont tutoyer l'arc-en-ciel de Beausombre. Parfois une conjonction singulière d'odeurs rappelle du fond de notre mémoire une nuance odorale si unique que nous ne savons pas si nous rêvons ou si nous nous souvenons, tel ce trésor du souvenir intime. La menthe nous jetait au visage son haleine pendant qu'un ton mineur nous escortait la fraîcheur de la mousse. Jacques de Bourbon-Bussé dans Le silence et la joie. À elle seule, l'odeur de menthe est un complexe de chaleur et de fraîcheur. Elle est orchestrée ici par la douceur humide de la mousse. Une telle rencontre a été vécue dans le lointain de la vie qui appartient à un autre temps. Il ne s'agit pas d'en faire aujourd'hui l'expérience. Il faut rêver beaucoup pour trouver le juste climat d'enfance qui équilibre le feu de la menthe et l'odeur du ruisseau. De toute façon, on sent bien que l'écrivain qui nous livre cette synthèse respire son passé. Le souvenir et la rêverie sont en totale symbiose. Dans son livre Muse d'aujourd'hui, qui porte en sous-titre Essai de physiologie poétique, Jean de Gourmont donne une grande place aux images odorales les plus subtiles, les plus intraduisibles de toutes les images. Il cite ce vers de Marie Doguet, l'accord des buis amers et des œillets musqués. Ces unions de deux odeurs appartiennent au passé, c'est dans la mémoire que se fait le mélange. Les sensations présentes seraient esclaves de leur objet, buis et œillets dans le lointain du souvenir, ne nous rendent-ils pas un très ancien jardin? Jean de Gourmont voit là une application de la formule des synesthésies assemblées par Huysmans, mais le poète, en mettant deux odeurs dans le coffret d'un verre, les conserve pour une durée indéfinie. Que n'ai-je la sacralité poétique qu'il faudrait pour ouvrir le tabernacle du sonnet, ce qu'à 20 ans Valérie avait le droit de faire, Henri Mondor dans les premiers temps d'une amitié. D'une neige d'enfance, Henri Bosco dit qu'il en respirait l'odeur de rose et de sel. C'est l'odeur même du froid vivifiant. Henri Bosco dans Bagabo. Tout un univers évanoui et gardé par une odeur. Lucie de la rue Martrus, la belle Normande, écrit
L'odeur de mon pays était une pomme, et il est de Lucie de la rue Martrusse, ce vers si souvent cité sans référence, et qui donc a jamais guéri de son enfance, cité par Jean de Bourmont. Dans une vie de voyage, doublée de voyages fabuleux du lointain des âges, sonne aussi ce cri « Ah, je ne guérirai jamais de mon pays ». Plus on est loin du pays natal, plus on souffre de la nostalgie de ses odeurs. Dans un récit d'aventure aux lointaines Antilles, un personnage de Chadourne reçoit la lettre d'une vieille servante qui gère sa ferme au Périgord. Une lettre si palpitante, d'humble tendresse, imprégnée de l'odeur de mon grenier à foin, de mon cellier, de toutes ces choses qui étaient dans mes sens et dans mon cœur. Louis Chadourne, Nanterre de Chanaan. Toutes ces odeurs reviennent ensemble dans le syncrétisme des souvenirs des temps d'enfance où la vieille servante était la bonne nourrice, foin et cellier, le sec et l'humide, la cave et le grenier, tout s'assemble pour donner à l'exilé l'odeur totale de la maison. Henri Bosco connaît ces synthèses indestructibles. J'ai été levé dans l'odeur de la terre, du blé et du vin nouveau. Il m'en revient encore alors que j'y pense, une vive vapeur de joie et de jeunesse. Dans Antonin, Henri Bosco. Bosco donne la nuance décisive, une vapeur de joie monte de la mémoire. Les souvenirs sont l'encens sans réserve dans le passé, un auteur oublié à l'écrit, car les odeurs comme les sons musicaux sont de rares sublimateurs de l'essence de la mémoire. Comme Georges du Maurier pratiquait bien aisément l'ironie à l'égard de soi-même, il ajoute entre parenthèses « Voilà une phrase d'une prodigieuse subtilité, j'espère qu'elle signifie quelque chose. » Georges de Maurier dans Peter Ibbeston. Mais signifier est peu de choses quand il s'agit de donner aux souvenirs leur atmosphère de rêve, attacher à ces souvenirs d'odeur une enfance sans nom. C'est dans les cauchemars de la nuit et non pas dans les libres rêveries que l'âme est tourmentée par les odeurs d'enfer, par le soufre et la poix qui brûlent dans cet enfer excrémentiel où souffrait Auguste Strindberg. La maison natale ne sent pas le renfermer. La mémoire est fidèle au parfum d'autrefois. Un poème de Léon-Paul Fargue dit « Cette fidélité aux odeurs ». Regarde, le poème des âges s'amuse et sonne. Ô jardin de jadis, veilleuse, parfumée. Léon-Paul Fargue dans Poème. Chaque odeur d'enfance est une veilleuse dans la chambre des souvenirs. Jean Bourdellette a cette prière. Maître des odeurs et des choses, Seigneur, pourquoi sont-elles mortes avant moi, ces compagnes infidèles? Jean Bourdellette dans Reliques des songes. Et comme le poète veut de toute son âme maintenir les odeurs dans leur fidélité, votre odeur dormira dans mon cœur jusqu'au bout, fauteuil fané de l'enfance. Quand, en lisant les poètes, on découvre que toute une enfance est évoquée par le souvenir d'un parfum isolé, on comprend que l'odeur dans une enfance, dans une vie, est si, l'on ose dire, un détail immense. Ce rien ajouté au tout travail et l'être même du rêveur, ce rien lui fait vivre la rêverie agrandissante. Avec une totale sympathie, nous lisons le poète qui donne cet agrandissement d'enfance en germe dans une image. Quand j'ai lu ce vers d'Edmond van der Kamen, mon enfance remonte à ce pain de froment. Une odeur de pain chaud a envahi une maison de ma jeunesse. Le flan et la miche sont revenus sur ma table. Des fêtes s'associent à ce pain domestique. Le monde était en liesse pour fêter le pain chaud. Deux coques sur la même broche cuisée devant l'âtre écarlate. Un soleil bien beurré rôtissait au ciel bleu. Dans les jours de bonheur, le monde est comestible. Et quand les grandes odeurs qui préparaient les festins me reviennent en mémoire, il me semble, en baudelairien que je fus, que je mange des souvenirs. L'envie me prend soudain de collectionner chez les poètes tous les pains chauds, comme ils m'aideraient à donner aux souvenirs les grandes odeurs de la fête recommencée, d'une vie qu'on reprendrait en jurant reconnaissance pour les premiers bonheurs.